Au printemps de l'an 451, un cavalier épuisé arrive aux portes de Metz. Il vient annoncer la nouvelle que tout le monde redoute. Attila et ses Huns ont franchi le Rhin. La terreur qui s'empare des habitants n'a rien d'irrationnel. Ces guerriers venus d'Asie centrale ont bâti une réputation si terrifiante que leur simple nom suffit à vider les villes. Et cette fois, ils ne viennent pas pour négocier. Attila règne sur les Huns depuis 445, après avoir éliminé son frère Bléda. Pendant des années, il s'est contenté de presser l'Empire romain d'Orient comme un citron, exigeant des tributs toujours plus lourds. Mais en 450, le nouvel empereur martien commet ce qu'Attila considère comme une insulte mortelle. Il refuse de payer. Le roi Hun doit réagir, sous peine de perdre toute crédibilité auprès de ses vassaux. Mais au lieu de marcher vers Constantinople, il tourne son regard vers l'Occident, vers cette Gaule prospère dont l'Aquitaine regorge de richesses. Il prétexte vouloir soumettre les Wisigoths, ces anciens vassaux des Huns qui ont eu l'audace de s'établir en Gaule sans demander la permission. Pour Attila, tout peuple qui a jadis été soumis aux Huns leur doit tribut pour l'éternité. Mais la vraie raison est plus prosaïque. L'Aquitaine est la province la plus riche des Gaules, et ses coffres remplis d'or sont une proie trop tentante. L'armée qui franchit le Rhin au printemps 451 n'a rien d'une simple horde de pillards. C'est une coalition massive regroupant des Huns, certes, mais aussi des Gépides, des Ostrogoths, des Skyres, des Hérules, des Thuringes et même des Francs et des Burgondes. La majorité des combattants sont en fait des Germains que les Huns ont soumis au fil des décennies. Les Huns proprement dits ne forment qu'une minorité de cette armée composite, mais ce sont eux qui commandent et imposent leur volonté. Le 7 avril 451, veille de Pâques, les Huns arrivent devant Metz. La ville, ancienne capitale des Médiomatriques, a survécu à bien des invasions. Ses remparts du IIIe siècle ont déjà repoussé les Alamans et les Vandales. Les habitants se croient à l'abri. Pendant plusieurs jours, les troupes d'Attila ravagent la campagne environnante, vivant sur le pays, pillant les domaines ruraux et les bourgades. Puis, sans prévenir, un pan de la muraille sud s'effondre. Ce qui suit dépasse l'entendement. Les Huns et leurs alliés se déversent dans la ville comme un torrent de feu. Ils pillent, incendient, massacrent. Les prêtres sont tués devant leurs autels. Les femmes et les enfants sont passés au fil de l'épée ou emmenés en esclavage. L'évêque Octor et Livier de Marsal figurent parmi les rares survivants faits prisonniers. Le pillage dure plusieurs jours. Quand les Huns repartent, Metz n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Seul l'oratoire Saint-Étienne, future cathédrale, aurait échappé à la destruction. Cette démonstration de force n'est pas gratuite. Attila veut que la nouvelle se répande comme une traînée de poudre. Il veut que les villes sur sa route se rendent sans combattre, terrorisées par ce qui est arrivé à Metz. Et sa stratégie fonctionne. Les habitants de Reims, Châlons et Troyes s'enfuient en masse à l'approche des Huns, abandonnant leurs maisons avec tout ce qu'ils peuvent porter. Fin avril, Attila arrive aux portes de Lutèce, l'actuel Paris. La ville n'est qu'une petite bourgade sur l'île de la Cité, peuplée d'à peine 5000 âmes. Ses garnisons sont dérisoires face à l'armée d'Attila. La panique s'empare des Parisiens. Beaucoup veulent fuir avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors qu'une jeune femme de 28 ans, Geneviève, prend la parole. Elle n'est ni noble ni guerrière, juste une bergère devenue femme de prière. Mais ces mots résonnent avec une autorité qui stupéfie. Que les hommes fuient, s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Galvanisés par son courage, les Parisiens restent. Ils prient, ils jeûnent pendant 3 jours. Et contre toute attente, Attila fait demi-tour. Il n'assiège pas la ville, ne cherche même pas à la traverser. Les chroniqueurs chrétiens parleront de miracles, l'intervention divine répondant aux prières de Geneviève. Les esprits plus cyniques suggéreront qu'Attila n'a tout simplement pas voulu perdre de temps avec une ville sans intérêt stratégique, préférant foncer vers son véritable objectif, Orléans. Quoi qu'il en soit, Paris est épargné. Geneviève devient une héroïne, la sainte patronne de la ville. Son acte de foi et de courage restera gravé dans les mémoires pendant des siècles. Début juin 451, Attila arrive devant Orléans. Cette ville est d'une importance capitale.
Située sur la Loire, elle contrôle le passage vers l'Aquitaine et ses richesses. Mais Attila a un atout dans sa manche. Sangiban, le roi des Alains installé dans la région, lui a promis d'ouvrir les portes de la ville. Sauf que les Romains ont eu vent du complot. Quand Attila se présente devant Orléans, il découvre que les troupes romaines ont déjà investi la cité. Elles ont non seulement déjoué la trahison de Sangiban, mais l'ont forcé à joindre ses propres troupes à l'armée coalisée. Le roi Alain n'a plus le choix, c'est combattre pour Rome ou mourir comme traître. À l'intérieur de la ville, l'évêque Aignan organise la résistance. Cet homme de foi se révèle être un meneur d'hommes exceptionnel. Il galvanise la population, coordonne la défense, maintient le moral. Le siège s'installe. Les Huns lancent assaut sur assaut, mais les murailles tiennent bon. Jour après jour, Aignan envoie des messages désespérés vers le sud, vers Arles, où se trouve le seul homme capable de sauver la Gaule, Aetius. Le 14 juin, après plus d'un mois de siège, les Huns parviennent enfin à pénétrer dans Orléans. La ville va tomber. Les habitants fuient dans toutes les directions, cherchant désespérément à échapper aux massacres et aux pillages. Et soudain, des enseignes romaines apparaissent. Des troupes amies se précipitent sur les barbares. C'est l'armée d'Aetius, accompagnée du roi des Francs Mérové et du roi des Wisigoths Théodoric, qui arrive juste à temps. Attila, surpris, comprend qu'il ne peut pas compter sur cette ville. Il ordonne la retraite. Mais il ne s'enfuit pas. Il se replie de manière ordonnée vers le nord-est, vers la Champagne, cherchant un terrain favorable pour livrer la bataille décisive. Il sait qu'Aetius va le poursuivre. Et cette fois, il veut l'affronter face à face. Flavius Aetius n'est pas un Romain ordinaire. Né en 395 à Dorostolus, en Mésie, d'une mère italienne et d'un père scythe, il est à moitié barbare lui-même. Son enfance est marquée par une succession d'expériences qui forgeront l'homme qu'il deviendra. À 16 ans, il est envoyé comme otage à la cour du roi Wisigoth Alaric Ier, qui lui enseigne le métier des armes. À 23 ans, il devient otage chez Ruga, le roi des Huns. C'est là, dans les steppes, qu'il rencontre un jeune prince hun du nom d'Attila. Les deux hommes se lient d'amitié. Aetius apprend les tactiques de guerre des Huns, leur manière de combattre, leur psychologie. Il découvre leur culture, leur façon de penser. Cette connaissance intime de l'ennemi deviendra son plus grand atout. De retour dans l'Empire, Aetius gravit rapidement les échelons. À 29 ans, il est nommé général en chef de la Gaule. Il passe les 20 années suivantes à sauver un empire agonisant. Il repousse les invasions barbares, écrase les Bagaudes révoltés, contient les Wisigoths, bat les Francs ripuaires sur le Rhin et les Francs saliens sur la Somme, force les Burgondes à se retirer. Il utilise fréquemment des mercenaires huns pour ses campagnes, profitant de ses anciennes relations. En 435, il reçoit le titre de patrice. Il devient le véritable maître de l'Occident, gouvernant aux côtés de l'empereur Valentinien, III qui l'éclipse complètement. Mais son ancienne amitié avec Attila se dégrade. Le roi des Huns ne veut plus être un allié de l'Empire, il veut le piller et le soumettre. Quand Attila envahit la Gaule au printemps 451, Aetius sait qu'il doit agir vite. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez d'hommes. Son armée régulière est insuffisante pour affronter les hordes d'Attila. Il doit faire ce que personne n'a jamais réussi avant lui, unir tous les peuples de Gaule, romains et barbares, dans une coalition contre l'ennemi commun. Constituer cette alliance relève de l'exploit diplomatique. Aetius doit convaincre des peuples qui se haïssent les uns les autres de combattre côte à côte. Les Wisigoths, installés en Aquitaine depuis 418, sont d'anciens ennemis de Rome. Aetius lui-même les a combattus à plusieurs reprises. Mais leur roi Théodoric Ier comprend que les Huns représentent une menace existentielle. Si Attila l'emporte, le royaume wisigoth disparaîtra. Théodoric accepte de joindre ses forces à celles d'Aetius. C'est un vieux guerrier, fondateur de la monarchie wisigothique, qui a établi sa capitale à Toulouse. Il amène avec lui ses deux fils, Thorismond et Théodoric II, et une armée de 10 à 15 000 hommes. Les Wisigoths formeront le gros de l'armée coalisée. Les Francs saliens de Mérové, installés dans la région de Tournai et Cambrai, rejoignent la coalition. Les Burgondes de Gondioque, dont le royaume avait été détruit 20 ans plus tôt par les Romains avec l'aide des Huns, sautent sur l'occasion de se venger. Les Alains de Sangiban, compromis par leur trahison avortée à Orléans,
n'ont plus le choix. Des Saxons, des Armoricains, des Sarmates viennent grossir les rangs. Au total, Aetius réunit une force d'environ 50 000 hommes. C'est énorme pour l'époque, mais Attila en a probablement autant, peut-être plus. La bataille qui s'annonce sera titanesque. Après son échec à Orléans, Attila se replie vers le nord-est. Mais son armée avance lentement. Les chariots remplis de butin accumulés pendant des semaines de pillage à travers l'Europe centrale le ralentissent considérablement. Aetius et ses alliés le poursuivent sans relâche. Devant les troupes uniques se dresse Catalauni, l'actuel Châlons-en-Champagne, à près de 200 km d'Orléans. C'est le seul point de passage de la Marne. Mais Sigebert le Boiteux, roi des Francs ripuaires, a investi la ville et renforcé ses défenses. Attila n'a plus le choix. S'il veut regagner ses bases en Pannonie avec son butin intact, il doit affronter Aetius maintenant. Le combat doit s'engager. Le lieu exact de la bataille reste incertain, les fouilles archéologiques n'ayant jamais produit de preuves concluantes. Les historiens situent le champ de bataille quelque part dans la vaste plaine crayeuse qui s'étend de Reims à Troyes, probablement près du campus Mauriacus, aux environs de Troyes. C'est un terrain propice à la cavalerie, ce qui arrange Attila et ses Huns. Le 20 juin 451, au premier feu de l'après-midi, les deux armées se déploient sur le champ de bataille. Du côté romain, Aetius a soigneusement organisé ses troupes. À l'aile droite, il place les Wisigoths de Théodoric, la force la plus puissante de son armée. Le vieux roi est secondé par ses fils Thorismond et Théodoric II, qui commandent respectivement les ailes droite et gauche wisigothiques. Ce sont des guerriers formidables, équipés comme leurs cousins ostrogoths, qui combattent dans l'autre camp. Au centre, Aetius positionne les Alains de Sangiban. C'est un placement stratégique, presque cynique. En les mettant au centre, Aetius s'assure qu'ils ne pourront pas déserter facilement. Ils sont pris en sandwich entre les Wisigoths et les Romains, obligés de se battre pour prouver leur loyauté. Les Alains sont des cavaliers lourds, équipés à la Sarmate de façon romanisée. L'aile gauche est commandée par Aetius lui-même. Il y regroupe ses troupes romaines et leurs alliés francs, burgondes, saxons et armoricains. Ce sont principalement des fantassins appuyés par des archers. C'est une armée hétéroclite où se côtoient des langues, des cultures et des traditions militaires différentes. Mais Aetius sait comment les utiliser. Face à eux, Attila a organisé son armée en miroir. Au centre, il place ses meilleurs guerriers huns, sa garde personnelle. C'est là qu'il se tient, prêt à mener la charge décisive. À sa droite, les Ostrogoths et leurs alliés germains. À sa gauche, les Gépides et d'autres peuples soumis. L'armée d'Attila est aussi composite que celle d'Aetius, une mosaïque de nations unies par la peur et l'appât du butin. Aetius a réussi un coup de maître tactique. Il a occupé une colline qui domine le champ de bataille. Cette position en hauteur donne à ses troupes un avantage considérable. Les Huns devront charger en montant la pente, ce qui ralentira leurs chevaux et épuisera leur monture. La nuit précédant la bataille, des escarmouches ont déjà eu lieu. Une partie des forces romaines a rencontré une bande de Gépides loyaux à Attila. Le combat nocturne a été brutal, causant des pertes significatives des deux côtés. C'est un mauvais présage pour ce qui va suivre. Avant le début de la bataille, Attila se présente devant ses troupes rassemblées. Il brandit l'épée de Mars, une relique sacrée qu'il prétend avoir trouvée miraculeusement, symbole de son droit divin à régner. Ses chamans ont examiné des entrailles de bovins et des os de moutons. Leur prédiction est troublante. Les Huns seront vaincus au champ catalonique, mais le commandant ennemi mourra. Attila accepte ce compromis. Si Aetius doit mourir aujourd'hui, alors la bataille en vaut la peine. Il harangue ses guerriers d'une voix qui porte jusqu'au dernier rang. La loi de la nature veut que l'âme se repaisse de vengeance. Je vais lancer la première lance. Quiconque reste les bras croisés quand Attila engage le combat est un homme mort. Ce n'est pas une menace en l'air. Attila a bâti son pouvoir sur la terreur et la loyauté absolue. Ses guerriers savent qu'ils ne pardonnent ni la lâcheté ni la désobéissance. Ils répondent par des cris de guerre qui résonnent à travers la plaine. Les Huns frappent leurs boucliers, les Germains entonnent leurs chants de bataille. L'air vibre de leur rage contenue. Vers 3 heures de l'après-midi, Attila lance l'assaut.
La cavalerie unique dévale la pente de la colline dans un tonnerre de sabots. Les archers huns lâchent des volées de flèches qui obscurcissent le ciel. Ces guerriers sont les meilleurs cavaliers du monde, capables de tirer leurs arcs courts tout en galopant à pleine vitesse. Leurs flèches transpercent les armures romaines, semant la mort dans les rangs ennemis. Mais Aetius a prévu le coup. Ses archers répondent, ciblant les chevaux plutôt que les cavaliers. Les bêtes s'effondrent, projetant leurs cavaliers à terre. Les fantassins romains et germains forment un mur de boucliers et de lances, brisant l'élan de la charge unique. Sur l'aile droite, les Wisigoths engagent une lutte féroce contre les Ostrogoths. C'est une guerre fratricide, des frères goths qui s'entretuent au nom de maîtres différents. Le vieux Théodoric chevauche au milieu des siens, les animant du geste et de la voix. C'est un spectacle à la fois magnifique et terrible, ce roi vieillissant qui mène encore la charge comme un jeune guerrier. Au centre, les Alains subissent le poids de l'assaut principal. Les Hunes se concentrent sur eux, cherchant à percer le centre de la ligne ennemie. Sangiban et ses hommes résistent désespérément. Ils savent qu'ils doivent prouver leur loyauté dans le sang, effacer le soupçon de trahison qui pèse sur eux. Les pertes sont terrifiantes. La bataille se transforme en un carnage sans précédent. Des milliers d'hommes s'affrontent dans un chaos indescriptible. Les cris des mourants se mêlent au fracas des armes. Le sol se gorge de sang. Les corps s'entassent par centaines, formant des monticules macabres sur lesquels d'autres combattants continuent à se battre. Au plus fort de la mêlée, une tragédie se produit. Théodoric Ier, chevauchant sur le front de ses troupes, est atteint. Selon certaines sources, il reçoit un javelot lancé par Andage, un officier ostrogoth. Selon d'autres, il chute simplement de son cheval dans le tumulte du combat. Quoi qu'il en soit, le vieux roi tombe au milieu du flux et reflux des cavaliers. Avant que quiconque puisse le secourir, il est piétiné par les siens. Les chevaux l'écrasent sous leurs sabots. C'est une mort atroce pour un grand roi. Dans le chaos de la bataille, les Wisigoths ne s'aperçoivent même pas immédiatement de la chute de leur souverain. Ils continuent à combattre avec la même ardeur, galvanisés par l'élan du combat. Quand la nouvelle se répand enfin, au lieu de semer la panique, elle décuple leur rage. Thorismond, le fils aîné, prend le commandement. Il jure de venger son père. Les Wisigoths redoublent de férocité. Ils enfoncent les Ostrogoths qui leur font face, puis prennent les Huns en flanc. C'est le tournant de la bataille. Les Wisigoths chargent avec une telle impétuosité qu'ils obligent les Huns à se retirer. Attila ordonne le repli vers son camp, derrière les lignes de chariots qui en forment les retranchements. Il fait placer en hâte des frondeurs et des archers pour défendre les approches. Le roi des Huns n'est pas habitué à reculer. Cette retraite, même ordonnée, est un choc pour ses guerriers. Le soleil se couche sur un spectacle d'horreur. Le combat continue jusque tard dans la nuit. Dans l'obscurité, les combattants ne distinguent beau plus l'ami de l'ennemi. Des soldats errent dans les ténèbres, cherchant désespérément à regagner leur ligne. Aetius lui-même se perd dans le noir. Séparé de ses alliés, ne sachant pas ce qu'ils sont devenus, il erre parmi les fuyards de l'armée ennemie. Il ne parvient à rejoindre le camp romain que fort avant dans la nuit, sain et sauf mais épuisé. Thorismond connaît une mésaventure similaire. Après être descendu de la colline pour prendre part décisive au combat, il se trouve emporté par la mêlée. Au milieu de la nuit, égaré dans la plaine, il croit regagner son camp, mais donne contre les chariots uniques. Les Hunes se croient attaqués. Une nouvelle mêlée nocturne éclate. Thorismond, blessé à la tête, est renversé de son cheval. Sur le point de périr comme son père, piétiné par les cavaliers, il est secouru à temps par ses hommes. Il remonte en selle et parvient finalement à rejoindre son camp. Selon l'historien Jordanès, qui écrira sur ces événements un siècle plus tard, cette bataille fut effroyable, sans miséricorde, sans quartier. Le chiffre des morts reste impossible à établir avec certitude. Idas, historien espagnol contemporain, rapporte 300 000 morts. Jordanès mentionne 90 000 morts dans l'affrontement préliminaire entre Francs et Gépides et 162 000 pour l'ensemble de la bataille. Ces chiffres sont considérés comme exagérés par les historiens modernes, mais ils témoignent de l'ampleur du carnage. À l'aube du 21 juin, le soleil se lève sur un champ de bataille jonché de cadavres.
Les vautours commencent déjà à tournoyer dans le ciel. Attila s'est retranché derrière son cercle de chariots. Il a fait préparer une pile de sel qui serviront de brasier. Si les Romains attaquent et que la situation devient désespérée, il fera jeter son corps dans les flammes plutôt que de tomber vivant aux mains de l'ennemi. Il préfère mourir dans le feu que subir l'humiliation de la capture. Aetius et Thorismond se rencontrent pour discuter de la suite. Le jeune roi wisigoth, fraîchement proclamé sur le champ de bataille après la mort de son père, veut attaquer immédiatement. Il veut anéantir Attila et venger Théodoric. Mais Aetius s'y oppose. La raison officielle qu'il donne est qu'une attaque frontale contre un ennemi retranché coûterait trop de vies. Mais la vraie raison est plus complexe, plus cynique. Aetius craint que les Wisigoths, s'ils remportent une victoire totale, ne deviennent trop puissants. Il ne veut pas remplacer une menace unique par une menace wisigothique. Il conseille à Thorismond de retourner rapidement à Toulouse pour s'assurer de son royaume vis-à-vis de ses frères. Après tout, le jeune roi a plusieurs frères en âge de régner, et en son absence, il pourrait être tenté de s'emparer du trône. Thorismond hésite, mais finalement accepte le conseil d'Aetius. Il prend le temps d'organiser les funérailles de Théodoric Ier sur le champ de bataille même, selon la tradition royale wisigothique, puis quitte le camp avec ses troupes. Certains historiens suggèrent que Thorismond a pris cette décision de lui-même, estimant que le traité de fédération de son père était annulé avec sa mort. D'autres pensent qu'Aetius a manipulé le jeune roi. Quoi qu'il en soit, le départ des Wisigoths change tout. Quand Attila voit les Wisigoths partir, il croit d'abord à une feinte. Il pense qu'Aetius prépare un piège, que les Goths vont revenir pour l'encercler. Mais les heures passent et rien ne se produit. Attila comprend enfin qu'Aetius lui laisse ouvert le chemin du retour. Le général romain ne peut pas attaquer seul avec ses troupes restantes. Les Francs, les Burgondes et les autres alliés barbares se dispersent, chacun retournant à ses propres affaires. Aetius laisse Attila se retirer lentement vers le Rhin, guidé par l'évêque Loup de Troyes qui négocie son passage. Cette décision d'Aetius est l'objet de controverses. Certains la voient comme une erreur stratégique majeure. D'autres y voient un coup de maître politique. En laissant Attila s'échapper, Aetius se garde un ennemi à combattre, une menace qui justifie son pouvoir et son armée. Une fois Attila reparti vers sa base en Pannonie, les Huns redeviennent le problème de l'Empire d'Orient. Et Aetius conserve son statut d'homme indispensable. Les Huns traversent le Rhin avec leurs chariots remplis de butin. Ils ont perdu la bataille, certes, mais ils repartent chargés de richesses. Pour eux, la campagne n'est pas un échec total. Ils ont pillé une bonne partie de la Gaule du Nord, accumulé des trésors considérables. Le prestige d'Attila en prend un coup, mais il reste le maître incontesté de son empire. La bataille des champs cataloniques n'a pas de vainqueur clair. C'est un match nul sanglant. Attila a été arrêté et forcé de se retirer, mais il n'a pas été détruit. Aetius a sauvé la Gaule, mais au prix de dizaines de milliers de vies et d'une alliance qui se disloque immédiatement. Les pertes subies par les Alains sont si lourdes qu'on n'entendra plus jamais parler d'eux en tant que force significative. Les contingents alains venus d'Orléans ont été pratiquement anéantis au centre de la ligne de bataille. Sangiban survit, mais son peuple est brisé. Pour les peuples fédérés, cette bataille marque un tournant. Pour la première fois dans l'histoire récente, des barbares et des Romains ont combattu côte à côte contre un ennemi commun. Cette alliance, même temporaire, prouve que la coopération est possible. Elle établit un précédent qui influencera les relations entre Rome et les royaumes barbares dans les années à venir. Les Wisigoths sortent affaiblis, mais renforcés dans leur légitimité. Ils ont perdu leur roi, mais ils ont prouvé leur valeur militaire. Thorismond règne pendant 2 ans avant d'être assassiné par son frère Théodoric, 2 ans 453. Mais le royaume wisigoth survit et prospère, devenant l'une des grandes puissances de l'Europe occidentale. L'année suivante, en 452, Attila revient à la charge. Mais cette fois, il ne vise pas la Gaule. Il se tourne vers l'Italie, le cœur même de l'Empire romain d'Occident. Il franchit les Alpes juliennes et s'empare d'Aquilée après un siège de 3 mois. La ville est rasée si complètement qu'on peine ensuite à en retrouver l'emplacement exact. Les survivants fuient vers les îles de la Lagune, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard Venise. Attila continue sa progression en Italie du Nord. Il prend Padoue, Vérone, Brescia,
Pergame et Milan. La route vers Rome est ouverte. La panique s'empare de la capitale. L'empereur Valentinien III envisage de fuir en Gaule. Mais Aetius n'est pas là pour le sauver cette fois. Le général romain n'a plus les troupes nécessaires pour affronter Attila. Les Wisigoths ne viendront pas, occupés par leur propre querelle dynastique. C'est finalement le pape Léon Ier qui se présente devant Attila, accompagné d'une délégation du Sénat. La rencontre a lieu sur les bords du Mincio, près de Mantoue. Les chroniqueurs chrétiens rapporteront un miracle. Le pape aurait convaincu Attila de se retirer par la seule force de ses paroles, assisté d'une vision céleste où les apôtres Pierre et Paul menacèrent le roi de mort s'il continuait vers Rome. La réalité est probablement plus prosaïque. L'armée d'Attila est affaiblie par la maladie et la faim. La peste ravage ses rangs. Les lignes de ravitaillement sont trop étendues. L'empereur d'Orient Marcien a lancé une offensive en Pannonie, menaçant les arrières huns. Et surtout, Attila se souvient du sort d'Alaric. Le roi wisigoth qui avait pris Rome en 410 était mort peu après, frappé par la maladie. Les Huns sont superstitieux et Attila n'a aucune envie de tenter le sort. Il accepte le tribut offert par le pape et se retire vers la Pannonie. Rome est sauvée une fois de plus, mais l'Empire est à bout de souffle. En 453, Attila prend une nouvelle épouse, Ildiko, une jeune fille germanique d'une beauté remarquable. La nuit de noces est célébrée dans le luxe et la débauche. Attila boit énormément, comme à son habitude. Le lendemain matin, il ne se réveille pas. Ses serviteurs, inquiets, finissent par forcer la porte de sa chambre. Ils découvrent Attila mort dans son lit, baignant dans son sang. Ildiko est assise à ses côtés, en pleurs, le visage voilé. Le roi des Huns est mort d'une hémorragie nasale. L'alcool avait fluidifié son sang et une rupture de vaisseau dans le nez l'avait fait se vider de son sang pendant son sommeil. La mort est si banale, si ridicule pour un conquérant de sa stature que beaucoup refusent d'y croire. Des rumeurs circulent. Ildiko l'aurait empoisonné ou poignardé. Certains y voient la main de Marcien, l'empereur d'Orient qui aurait envoyé une assassin déguisé en épouse. D'autres pensent à Aetius, qui aurait ainsi éliminé son ancien ami devenu ennemi. Mais la version officielle prévaut. Attila est mort d'une hémorragie nasale, une mort stupide pour le fléau de Dieu. Ces guerriers organisent des funérailles grandioses. Ils placent son corps dans un triple cercueil d'or, d'argent et de fer. Puis ils l'enterrent dans un lieu secret, après avoir massacré tous les esclaves qui ont participé à la construction du tombeau pour que personne ne puisse jamais révéler l'emplacement. Sans Attila, l'Empire hun s'effondre en quelques années. Ses nombreux fils se disputent l'héritage, incapables de maintenir l'unité. Les peuples soumis se rebellent. En 454, une coalition germanique menée par les Gépides écrase les Huns à la bataille de Nedao en Pannonie. C'est une revanche sanglante. Les Gépides et leurs alliés massacrent les Huns par milliers. Les survivants fuient vers les steppes d'où leurs ancêtres étaient venus. L'année suivante, les Ostrogoths se libèrent à leur tour, puis les Skyres, les Hérules, les Ruges. L'Empire hun se désintègre. En quelques années, ce qui avait été la plus grande menace pour l'Europe n'existe plus. Les Huns disparaissent de l'histoire, absorbés par d'autres peuples ou retournés vers l'Asie. Mais l'Empire romain d'Occident ne profite pas de cette victoire. En septembre 454, moins d'un an après la mort d'Attila, Aetius est convoqué par l'empereur Valentinien III. Le général arrive au palais impérial de Ravenne, sans méfiance. Il vient rendre compte de l'administration de la Gaule. Au milieu de l'audience, sans avertissement, Valentinien se lève et tire son épée. Il poignarde personnellement Aetius, aidé par l'eunuque Héraclius, qui frappe également. Le dernier grand général romain s'effondre, assassiné par l'empereur qui l'avait servi pendant plus de 20 ans. Les raisons de ce meurtre restent obscures. Peut-être Valentinien craignait-il qu'Aetius ne devienne trop puissant. Peut-être était-il jaloux de sa gloire. Peut-être avait-il découvert qu'Aetius avait promis sa fille en mariage au fils d'Aetius sans son consentement. Quoi qu'il en soit, en tuant Aetius, Valentinien signe l'arrêt de mort de l'Empire d'Occident. Un courtisan aurait dit à l'empereur « Je ne sais pas si c'était bien ou mal, mais sachez que vous avez coupé votre main droite avec votre main gauche. » Il avait raison. Sans Aetius, il n'y a plus personne capable de maintenir l'ordre en Gaule.
de contenir les barbares, de défendre l'Empire. 6 mois plus tard, en mars 455, Valentinien III est à son tour assassiné. 2 officiers d'Aetius, Optila et Traustila, le tuent pendant qu'ils s'entraînent au tir à l'arc sur le champ de Mars à Rome. Ils vengent leur général. Avec la mort de Valentinien s'éteint la dynastie théodosienne. L'Empire d'Occident entre dans sa phase terminale. La bataille des champs cataloniques est souvent présentée comme l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. Certains historiens la placent parmi les 15 batailles décisives du monde occidental. Si Attila avait gagné, disent-ils, toute l'histoire de l'Europe aurait changé. La civilisation romaine aurait été détruite, la chrétienté aurait disparu, les Huns auraient régné sur l'Occident. Cette vision est probablement exagérée. Attila n'avait pas les moyens de détruire complètement l'Empire romain. Son armée, aussi redoutable soit-elle, n'avait pas la capacité de tenir durablement des territoires aussi vastes. Les Huns étaient des nomades, pas des administrateurs. Même s'ils avaient gagné à Châlons, ils auraient probablement continué à piller, puis seraient repartis. Mais la bataille a néanmoins eu des conséquences importantes. Elle a marqué le point culminant de la puissance unique. Après Châlons, Attila n'est plus invincible. Ses vassaux commencent à douter. Sa mort 2 ans plus tard précipite l'effondrement de son empire. Pour l'Empire romain, la bataille offre un sursis temporaire. La Gaule est sauvée du pillage systématique. Les villes peuvent se reconstruire. Mais le prix payé est énorme. Les pertes humaines sont colossales. Les ressources de l'Empire sont épuisées. Et surtout, la victoire révèle la dépendance de Rome envers les barbares fédérés. Ce sont les Wisigoths qui ont porté le poids principal du combat. Ce sont eux qui ont brisé l'élan 1. L'armée romaine proprement dite n'était qu'une force d'appoint. Cette réalité ne fait qu'accélérer le processus de barbarisation de l'Empire. En 476, 25 ans après Châlons, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, sera déposé par Odoacre. L'Empire d'Occident aura cessé d'exister. Au fil des siècles, la bataille des champs cataloniques entre dans la légende. Les chroniqueurs médiévaux l'embellissent, ajoutant des détails fantastiques. Les chiffres des morts sont gonflés jusqu'à l'absurde. On parle de combats entre géants, d'interventions divines, de duels héroïques entre champions. L'évêque Aignan d'Orléans devient un saint, vénéré pour avoir sauvé sa ville. Sainte Geneviève est honorée à Paris comme la protectrice de la cité. Le pape Léon Ier est célébré pour avoir arrêté Attila aux portes de Rome. Tous ces récits ont une part de vérité, mais ils sont enrobés de légendes et de propagande chrétienne. Attila lui-même devient une figure ambivalente. Pour les chrétiens d'Occident, il est le fléau de Dieu, l'instrument de la colère divine punissant les pécheurs. Mais pour les peuples d'Europe centrale et orientale, il devient un héros national. Les Hongrois le considèrent comme leur ancêtre. Les légendes germaniques l'intègrent dans leurs épopées, comme dans la chanson des Nibelungen où il apparaît sous le nom d'Etzel. La vérité historique se perd dans ce brouillard de mythes. L'emplacement exact de la bataille reste inconnu. Aucune fouille archéologique n'a jamais retrouvé de traces concrètes du combat. On ne sait même pas combien d'hommes ont réellement combattu, ni combien sont morts. Les chiffres avancés par les chroniqueurs anciens sont fantaisistes. Ce que l'on sait, c'est qu'en ce jour de juin 451, 2 mondes se sont affrontés. D'un côté, l'Empire romain agonisant, s'appuyant sur des alliés barbares pour survivre. De l'autre, l'Empire nomade des Huns, au sommet de sa puissance mais déjà rongé de l'intérieur. Les deux étaient condamnés. La bataille n'a fait que précipiter leur chute. Sur le plan militaire, la bataille des champs cataloniques offre plusieurs enseignements. D'abord, elle démontre l'importance de la diplomatie dans la préparation d'une campagne. Sans l'exploit diplomatique d'Aetius, qui a réussi à unir des ennemis héréditaires, la victoire aurait été impossible. Sa connaissance intime des Huns, acquise durant son séjour comme otage, s'est révélée cruciale. Ensuite, la bataille montre les limites de la cavalerie légère face à une infanterie bien organisée. Les Huns étaient redoutables en terrain ouvert, mais face à des troupes retranchées sur une position favorable, leur mobilité devenait moins efficace. Aetius a su exploiter cette faiblesse en choisissant le terrain. La mort de Théodoric révèle aussi les dangers du commandement de l'avant. Le vieux roi wisigoth a payé de sa vie son courage personnel,
Mais paradoxalement, sa mort a galvanisé ses troupes plutôt que de les démoraliser. Ce phénomène se reproduira souvent dans l'histoire militaire. Un chef tombé au combat devient un symbole qui inspire ses hommes à redoubler d'efforts. Enfin, la décision d'Aetius de laisser Attila s'échapper illustre la complexité de la stratégie politique. Une victoire militaire totale n'est pas toujours souhaitable si elle bouleverse trop l'équilibre des forces. Mieux vaut un ennemi affaibli qu'un allié trop puissant. Cette logique machiavélique avant l'heure a permis à Aetius de maintenir son pouvoir pendant encore 3 ans. Dans ce récit de guerre et de violence, quelques figures féminines émergent. Sainte Geneviève à Paris a montré qu'une femme de foi pouvait avoir autant d'influence qu'un général. Son courage a inspiré toute une ville à résister plutôt que de fuir. Ildiko, la dernière épouse d'Attila, reste une énigme. Était-elle simplement une jeune mariée terrifiée qui a assisté impuissante à la mort de son époux? Ou était-elle une agent envoyée pour assassiner le tyran? Les historiens débattent encore. Mais son rôle dans l'histoire, qu'il soit actif ou passif, est indéniable. Les femmes capturées lors du pillage de Metz et des autres villes subissent un sort tragique. Réduites en esclavage, violées, séparées de leurs familles, elles sont les victimes invisibles de cette guerre. Les chroniques de l'époque les mentionnent à peine, mais elles représentent une part importante des souffrances causées par l'invasion unique. Dans les royaumes barbares, les femmes jouent aussi un rôle politique important. Elles servent de lien entre les dynasties, cimentant les alliances par le mariage. La politique matrimoniale est un instrument de pouvoir aussi important que les armes. Attila lui-même avait de nombreuses épouses, chacune représentant une alliance avec un peuple différent. La bataille des champs cataloniques prend aussi une dimension religieuse dans les récits chrétiens. Les évêques comme Aignan et les saintes comme Geneviève deviennent les héros spirituels qui complètent les héros militaires. L'Église présente la victoire comme une intervention divine, une preuve que Dieu protège la chrétienté. Attila est diabolisé, transformé en instrument de Satan. Son titre de fléau de Dieu est ambivalent. Il sert à la fois d'outil de punition divine pour corriger les pécheurs et d'ennemi de Dieu qu'il faut combattre. Cette double interprétation permet à l'Église de justifier à la fois les défaites, punitions méritées, et les victoires, grâce divine. La rencontre entre le pape Léon et Attila devient un moment clé de la propagande papale. Elle établit l'image du pape comme protecteur temporel de Rome, capable de défendre la cité quand l'empereur en est incapable. Cette image renforcera le pouvoir papal dans les siècles suivants. Mais il faut noter qu'Attila n'était pas particulièrement hostile au christianisme. Il tolérait la religion chrétienne dans son empire, permettant aux évêques de fonctionner relativement librement. Sa violence n'était pas motivée par la foi, mais par l'appât du gain et le désir de puissance. Les chroniqueurs chrétiens ont exagéré son hostilité à la chrétienté pour des raisons propagandistes. Pour la Gaule, l'invasion d'Attila et la bataille qui s'ensuit marquent un tournant. La dévastation causée par les Huns accélère le déclin économique de la région. Metz mettra des décennies à se reconstruire. Les campagnes pillées perdent une partie de leur population, tuées ou réduites en esclavage. La productivité agricole chute. Mais paradoxalement, la bataille renforce aussi l'identité gauloise. Pour la première fois depuis longtemps, les différents peuples de Gaule ont combattu ensemble contre un ennemi extérieur. Cette expérience commune crée un sentiment d'appartenance qui transcende les divisions ethniques et politiques. Les Francs, en particulier, sortent renforcés de l'épisode. Leur participation à la coalition leur donne une légitimité nouvelle. Mérové, leur roi, établit sa dynastie comme partenaire respectable de Rome. Son petit-fils Clovis utilisera cet héritage pour construire le royaume franc qui dominera la Gaule au siècle suivant. Les villes épiscopales comme Orléans et Reims voient leur pouvoir augmenter. Les évêques, qui ont organisé la résistance et négocié avec les envahisseurs, deviennent les véritables autorités locales. Le pouvoir impérial, trop lointain et trop faible, ne peut plus assurer la protection. Les évêques comblent ce vide. Aetius est souvent présenté comme le dernier des Romains, le sauveur de l'Occident, l'homme qui a arrêté les Huns. Mais cette image d'Épinal cache une réalité plus complexe. Aetius était un politicien cynique autant qu'un général brillant.
Il a passé sa carrière à jouer les différentes factions barbares les unes contre les autres, utilisant souvent les Huns eux-mêmes pour mater les rébellions en Gaule. Sa décision de laisser Attila s'échapper après Châlons révèle ses priorités. Il préférait maintenir un équilibre précaire entre les différentes menaces plutôt que d'en éliminer une complètement. Cette politique à court terme lui a permis de rester au pouvoir, mais elle n'a fait que retarder l'inévitable effondrement de l'Empire. Son assassinat par Valentinien est souvent présenté comme une tragédie, l'empereur stupide tuant le seul homme capable de sauver l'Empire. Mais Valentinien avait ses raisons. Aetius était devenu trop puissant, trop indépendant. Il traitait presque d'égal à égal avec l'empereur, distribuant les charges et les honneurs comme bon lui semblait. Cette concentration de pouvoir dans les mains d'un seul homme, même talentueux, était dangereuse pour la stabilité de l'Empire. La vérité est que l'Empire d'Occident était déjà condamné bien avant la bataille de Châlons. Les causes de sa chute sont multiples et profondes. Déclin démographique, crise économique, pression migratoire barbare, division de l'Empire entre Orient et Occident, perte du contrôle de l'Afrique du Nord qui fournissait le blé, dévalorisation de la monnaie, corruption généralisée. Ni Aetius, ni aucun autre général ne pouvait inverser ces tendances lourdes. C'est la question que se posent tous les historiens. Si les Huns avaient remporté la bataille des champs cataloniques, l'histoire de l'Europe aurait-elle été fondamentalement différente? La réponse est probablement non. Même victorieux à Châlons, Attila aurait eu du mal à maintenir sa conquête. Les Huns n'avaient pas d'administration civile sophistiquée, ils ne savaient pas gouverner des populations sédentaires. Leur modèle économique reposait sur le pillage et le tribut, pas sur la production. Un empire hun en Gaule n'aurait pas été viable à long terme. De plus, la mort d'Attila en 453 aurait de toute façon déclenché l'effondrement de son empire. Sans son charisme et sa poigne de fer, les différentes tribus qui composaient la confédération unique se seraient rebellées. L'histoire l'a prouvé. Dès 454, un an après sa mort, l'empire hun s'effondre. La Gaule aurait probablement subi plus de destruction à court terme. Les pillages auraient été plus systématiques, les pertes humaines plus lourdes. Mais à moyen terme, les Huns seraient repartis et la Gaule se serait retrouvée dans la même situation. Un territoire romain en déliquescence, progressivement occupé par différents royaumes barbares. La seule différence majeure aurait été le sort d'Aetius. S'il était mort à Châlons, comme le prédisaient les chamans d'Attila, Valentinien III n'aurait pas eu l'occasion de l'assassiner 3 ans plus tard. Mais un autre général aurait pris sa place, avec probablement moins de talent, accélérant peut-être encore davantage la chute de l'Empire. Avec le recul, la bataille des champs cataloniques apparaît moins comme un point tournant que comme un symptôme d'une transformation plus profonde. L'Europe était en train de passer du monde romain au monde médiéval. Les anciennes structures impériales s'effondraient, remplacées par une mosaïque de royaumes barbares. Les Wisigoths en Aquitaine, les Francs au nord, les Burgondes à l'est, tous ces peuples étaient en train de créer de nouvelles identités politiques. Ils adoptaient des éléments de la culture romaine tout en gardant leurs traditions germaniques. Ce processus de fusion créerait la civilisation médiévale européenne. L'Église catholique devenait la seule institution capable de transcender les frontières ethniques et politiques. Les évêques remplaçaient progressivement les fonctionnaires impériaux comme autorité locale. Le latin, langue de l'administration romaine, devenait la langue de l'Église, assurant une continuité culturelle malgré les bouleversements politiques. La bataille de Châlons s'inscrit dans ce contexte de transformation. Elle montre que l'Empire romain ne pouvait plus se défendre seul, qu'il devait s'appuyer sur des alliés barbares. Elle démontre aussi que ces barbares étaient capables de s'organiser, de combattre efficacement, de jouer un rôle politique majeur. En quelques décennies, ils ne seraient plus des auxiliaires de Rome, mais les nouveaux maîtres de l'Occident. Le 20 juin 451, sur les plaines crayeuses de Champagne, 2 armées s'affrontent dans un carnage sans précédent. Des dizaines de milliers d'hommes meurent ce jour-là, piétinés, transpercés, écrasés. Le sang abreuve la terre. Les cris des mourants résonnent jusqu'à la nuit tombée. C'est l'une des batailles les plus sanglantes de l'Antiquité tardive. Mais au-delà du bilan humain catastrophique, la bataille marque symboliquement la fin d'une époque. C'est la dernière grande victoire de l'Empire romain d'Occident. Après Châlons,
Il n'y aura plus de triomphe romain. L'Empire continuera à exister sur le papier pendant encore 25 ans, mais c'est un cadavre ambulant. Les vrais détenteurs du pouvoir en Gaule sont désormais les rois barbares. Attila, le fléau de Dieu, survit à la bataille, mais meurt 2 ans plus tard d'une hémorragie nasale. C'est une fin prosaïque pour un conquérant légendaire. Son empire s'effondre aussitôt, prouvant que sans lui, la confédération unique n'était qu'un château de cartes. Aetius, le dernier grand général romain, est assassiné par son propre empereur en 454. Valentinien III le suit dans la mort 6 mois plus tard. L'Empire d'Occident survit tant bien que mal jusqu'en 476, année où Odoacre dépose le dernier empereur. Rome a cessé de régner sur l'Occident, mais dans les décombres de l'Empire émerge une nouvelle Europe. Les royaumes francs, Wisigoths, Burgondes, Ostrogoths, créent une nouvelle carte politique. L'Église catholique unifie culturellement ce qui est divisé politiquement. Le Moyen Âge commence. La bataille des champs cataloniques n'a pas sauvé l'Empire romain. Elle lui a simplement donné un sursis, mais ce sursis a permis une transition plus douce vers le monde médiéval. Les structures romaines ont eu le temps de se transformer plutôt que d'être brutalement détruites. Les royaumes barbares ont pu absorber l'héritage romain plutôt que de le balayer. C'est peut-être là la véritable importance de cette bataille. Non pas qu'elle ait arrêté les Huns, mais qu'elle ait permis une transformation progressive plutôt qu'une rupture brutale. L'Europe qui émergera des ruines de Rome sera différente, mais elle portera toujours en elle les gènes de la civilisation classique.